Alors, on se retrouve cette semaine pour clôturer une petite trilogie qu'on avait commencée l'année dernière. Vous savez, j'avais consacré 2 épisodes à l'œuvre de Gaudi et on va terminer cette trilogie cette semaine avec cet épisode qui va être dédié à la Sagrada Familia. En fait, on avait commencé, juste je vous redonne un peu les numéros comme ça, si vous l'avez pas déjà écouté, peut-être que ça vous fera plaisir de les écouter après ou avant, c'est un peu comme vous voulez, c'est pas nécessaire de les écouter avant, sauf peut-être le 196 qui était vraiment celui où en fait j'ouvrais sur Gaudi et cette architecture inspirée des dynamiques du vivant. Et ensuite, j'avais fait un petit focus sur une des maisons individuelles que j'ai le plus aimé de lui, qui m'a le plus marqué, c'est la Casa Vicens à Barcelone. En fait, l'année dernière, j'ai à peu près tout visité de lui là-bas. Vous savez, quand voilà, y a un truc qui vous pique, après vous avez envie de connaître un peu de fond en comble, mais surtout en fait de vivre ces endroits parce que voilà, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses très très différentes, beaucoup d'émotions dans les lieux en les traversant, et malgré le fait que c'était le même architecte, on retrouve pas tout à fait les mêmes choses dans ces mêmes endroits, et c'est vraiment d'une grande richesse, et je trouve que c'est fabuleux. Enfin, il y a une espèce de magie, une énigme, un mystère chez Gaudi qui est peut-être là je vous le partage, peut-être que vous aussi ça fera écho. Est-ce que vous avez déjà un petit peu touché du doigt en visitant certains de ces lieux ou pas? Bon voilà, peut-être que ça vous donnera envie d'aller les visiter, parce que franchement j'ai la sensation que il a vraiment voulu nous dire beaucoup de choses et que son architecture est vraiment un langage intemporel auquel on peut se connecter même quasiment 100 ans après sa mort. Vous voyez, la Sagrada Familia, c'est cette basilique à Barcelone. C'est juste pour un petit ordre de grandeur, mais que vous voyez quand même l'importance de ce bâtiment. C'est le deuxième bâtiment le plus visité d'Espagne. Donc c'est vraiment pas n'importe quel lieu. Il y a des millions de visiteurs qui sont déjà venus pénétrer cet espace. C'est pas un lieu comme les autres. C'est vraiment un lieu inédit. D'ailleurs, moi, j'ai eu plusieurs phases en fait. Ma relation avec ce lieu a débuté par un chaos quand j'étais vraiment petite. Je sais pas, j'avais peut-être même pas 10 ans. J'étais allée visiter la Sagrada et voilà, mais je me demandais, mais waouh, comment c'est possible d'avoir fait pour penser autant de détails? Cette profusion me dérangeait en fait. J'étais un peu mal à l'aise. Peut-être que voilà, j'étais un peu focalisée sur ce gigantisme. Je ressentais voilà qu'il y avait des choses qui nous dépassaient, qui se passaient un peu ici, mais je sais pas, je voyais pas vraiment le sens de tout ça. Ça m'impressionnait en fait, ça me faisait presque peur. Et puis après, je suis retournée il y a 7-8 ans, et puis là vraiment j'ai adoré parce que j'ai vu tout autre chose, mais sans vraiment savoir mettre les mots dessus. Peut-être qu'aussi parce qu'à l'époque j'étais dans une autre vie, dans plein d'autres choses, et que voilà, j'avais pas peut-être tout à fait les clés. Et donc l'année dernière, j'y suis retournée et j'ai passé énormément de temps. Je sais plus, je crois que c'était en matinée, et en fait je suis restée jusqu'à ce qu'ils nous mettent dehors, parce que après il y avait je crois une cérémonie ou je sais plus quoi. Donc là j'ai pas du tout parlé de la Sagrada au point de vue religieux, parce que c'est pas du tout un truc qui moi me parle et qui m'interpelle. En revanche, je vais vous raconter ce que j'ai vécu là-bas comme sensation et ce que j'ai eu l'impression de comprendre de Gaudi, voilà, là-bas, à travers ce que j'ai ressenti, mais aussi mes lectures et puis les guides qui étaient sur place et que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc c'est une basilique, c'est pas simplement du coup une structure religieuse ordinaire, mais c'est vraiment aujourd'hui un joyau architectural où chaque regard vraiment révèle de nouveaux détails enchanteurs. Enfin, c'est sans fin. Je pense que si on devait tout expliquer, toutes les histoires qui sont portées dans chaque détail, en façade, à l'intérieur de la Sagrada, je sais pas, il faudrait rester des mois et des mois, quoi. Donc tout le monde s'accorde pour aussi dire que c'est un projet qui a profondément transformé Gaudi, parce qu'en fait au début de sa carrière il avait vraiment une vie très mondaine, il appartenait à des cercles intellectuels, il prenait soin de son apparence, il s'était créé un peu comme un personnage, etc. Et puis il va travailler sur la Sagrada en fait de 1883 à sa mort en juin 1926. Donc du coup ça fait quand même 43 ans. Et c'est un peu comme si ça avait été pour lui un chemin un peu initiatique. Ça semble d'ailleurs complètement farfelu, enfin hors de dimension aujourd'hui de se dire qu'un architecte travaille pendant 43 ans sur un même projet. Donc évidemment, il n'est pas fini parce que le chantier se termine, je crois, en 2026. Vous voyez, donc c'est vraiment un temps long de l'architecture qu'on ne voit plus aujourd'hui et qui est très très loin de notre quotidien. Et je trouve aussi que par cet égard et par tous les messages que ça comporte, c'est
c'est intéressant de s'y refrotter un peu aujourd'hui. Mais c'est vrai que on racontait qu'à la fin de sa vie, enfin les dernières années de sa vie, hein, pas que la toute fin, mais il était un peu rentré dans un mode ermite. Il voyait plus grand monde, il adorait faire visiter la Sagrada à tous les passants un peu qui venaient, donc il prenait un temps fou là-dessus, donc du coup il pouvait lâcher les équipes sur place qui attendaient un peu ses instructions parce qu'il était vraiment toujours en manière de travailler un peu working progress sur l'instant, etc. Donc ça rendait dingue toutes ses équipes. Mais lui, il était passionné par la transmission. Il se sentait vraiment, il avait envie qu'on comprenne cette espèce d'ovni qui était en train d'être construit sous les yeux des Barcelonais. Mais après, c'était ce qui se passait à la Sagrada, et puis après, le reste, plus grand chose n'avait d'importance. Il se terrait un peu dans son atelier. Puis il avait commencé un peu à avoir des pratiques un peu bizarres. Il commençait à de moins en moins s'alimenter. Il faisait un peu des jeûnes. Enfin voilà, les gens s'inquiétaient un peu pour lui. Et puis il ressemblait à plus à grand chose, hein. On lui aurait donné presque la pièce, donc aucun signe de richesse. C'était devenu complètement obsessionnel en fait. Et d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était l'épisode 196, je vous racontais un peu les conditions de son accident, mais donc il est décédé renversé par un tramway, je crois. Et certains disent que c'était parce que voilà, il était un peu en train de rêver. On imagine totalement perdu dans les détails et les histoires de ce qu'il était en train de raconter dans un micro-endroit de la Sagrada. Et puis voilà, il fait pas attention à la réalité, à la vie, enfin voilà, au fait qu'il est en train de traverser une voie, et puis boum. D'ailleurs, je crois que c'était un guide qui me racontait ça, qu'en fait on l'a pas reconnu tout de suite quand il y a eu cet accident. Et donc du coup les gens se sont pas on pensait que c'était un sans-abri, donc les gens se sont pas précipités, et certains disent que bah voilà, les secours ont tardé parce que si on avait tout de suite su que c'était Gaudi, peut-être que les gens se seraient un peu plus bougés et qu'il aurait été peut-être sauvé. Bon, on sait pas. En tout cas, il est mort à 74 ans, et la Sagrada Familia avait juste 40 ans de construction, donc c'était vraiment pas grand-chose. Et aujourd'hui, pour en revenir un peu à elle et rentrer comme ça dans son histoire, quand on la découvre, on est vraiment confronté à une multitude de sentiments, de sensations. À la fois, on est émerveillé par sa grandeur saisissante. C'est vraiment très étonnant, en fait. Cette profusion de détails, tout semble excessif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le traitement à l'extérieur et en intérieur est assez singulier, parce que, contrairement peut-être à d'autres basiliques, ici, il y a un traitement en façade de tout ce qui peut être un peu appelé comme les contes religieux, qui sont vraiment exposés au grand jour, sans devoir rentrer dans l'édifice. Juste en l'observant de l'extérieur, on peut lire plusieurs grandes parties de la Bible, ou en tout cas des messages qui aujourd'hui faisaient pour lui reliance quelque part. Donc ça fait aussi 140 ans que cet édifice est en chantier, et malgré le fait qu'il y ait toujours des échafaudages, que ce soit jamais nickel, qu'il y ait toujours un truc, enfin c'est toujours un chantier permanent en fait depuis ses débuts, ce qui veut dire aussi que il y a jamais une jolie photo nickel de la Sagrada avec terminé en fait. Et pourtant contre toute attente et contre toutes les recettes un peu de succès traditionnel, c'est un des bâtiments les plus visités d'Espagne. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'en fait quand on est en tant que visiteur, on a vraiment l'impression d'être dans des coulisses de quelque chose. Alors là on est vraiment sur la fin, mais j'ai aussi quelques souvenirs du tout début quand je l'ai visité. C'était pas du tout le même avancement que là l'année dernière, et je trouve, on a un lien. C'est un bâtiment qui nous permet d'être lié à lui aussi par les souvenirs qu'on en a de sa construction en fait. On a été témoin d'un moment intenté, et quand on revient, il y a des choses qui ont bougé, on s'interpelle, on se questionne, qu'est-ce qui a avancé, etc. Enfin, c'est vraiment un lien très particulier avec le patrimoine, je trouve, qui est permis de vivre avec ces ouvrages qui ont traversé les siècles en fait. Alors c'est parti du coup pour ce voyage au cœur du génie de Gaudi. Pour la petite histoire du coup, quand ce projet de Sagrada est initié, au début, elle est initiée dans un style gothique par un autre architecte qui s'appelle Villar. Donc ce style est très en vogue à l'époque. Donc vous voyez un petit peu ce style, hein, profusion de détails aussi, avec une certaine splendeur, etc. Mais lui, Gaudi, il partage pas pleinement cette esthétique gothique. Et quand il va reprendre le projet, bon, je vous passe les détails, mais voilà, à un moment donné, il arrive architecte en chef du projet, mais assez tôt. Et je crois qu'en fait, ils ont fait
peut-être la crypte initiale qui a commencé à être conçue. Mais là, tout de suite, voilà, il décide d'y développer sa propre esthétique. Donc en fait, vous savez, je vous l'avais un peu raconté, mais Gaudi, il n'a pas beaucoup voyagé. En revanche, il a un peu voyagé dans les livres, un peu à la manière du facteur cheval, vous savez, qui s'inspirait de ses cartes postales. Ça, c'était l'épisode 175. Du coup, il a vraiment une culture énorme de tout ce qui pouvait avoir été fait. Et puis c'est comme s'il avait passé ça à la moulinette et que du coup, hop, il avait aussi évidemment son amour pour la nature. Il avait surgi de lui son style propre. Et comme en plus il avait été assez immobilisé, donc il a toujours été très attentif à son environnement, etc. Et là, avec la Sagrada, enfin évidemment ces autres chantiers en plus en parallèle continuent, hein, quand il débute la Sagrada, il a aussi évidemment d'autres projets, mais il va à la fois reprendre en fait l'archétype traditionnel d'une basilique avec ce plan en croix et des nefs adjacentes, etc. Mais il va vraiment orner tout ça avec des formes qui vont évoquer la nature. Et quand on rentre, c'est vraiment une impression qui est unique. Je sais pas comment la décrire, mais on a vraiment l'impression de rentrer dans une forêt. C'est complètement saisissant. Il y a aucun bâtiment, en tout cas moi, à ma connaissance, qui provoque cette sensation-là de forêt. C'est à couper le souffle. C'est vraiment grandiose. Il trouvait vraiment de grandes qualités au fait de créer ces grands espaces, mais en revanche, il appréciait pas du tout les arcs-boutants qui comparaient un peu à des béquilles qui soutenaient du coup ces grandes hauteurs des églises gothiques, etc. Et donc, il chercha une autre solution structurelle alternative et il s'est inspiré en fait de la forme des eucalyptus pour créer des poteaux aux inclinaisons variées et qui vont ainsi en fait permettre de se passer des renforts. Et en fait, quand on arrive dans la Sagrada et qu'on lève les yeux, c'est un tableau, c'est saisissant. Vraiment, c'est absolument grandiose. Sur la vignette de l'épisode, du coup, je vous ai mis une photo de cette vue-là et vous allez du coup pouvoir regarder, mais je vous invite à prendre 2 secondes pour regarder sur internet à quoi ça ressemble si vous y êtes jamais entré. D'ailleurs, ça vaut le coup de faire un peu la queue le matin aux horaires où il n'y a pas trop de monde. Mais si vous êtes de passage à Barcelone, franchement, c'est quelque chose que je vous recommande. Donc ça crée vraiment un espace qui est composé de ces poteaux très imposants qui vont offrir une pratique très singulière de l'espace où l'ensemble va évoquer, comme je vous disais, cette canopée un peu. C'est vraiment très 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 beau. Pareil, un autre élément qui a inspiré de la nature, c'est ces escaliers qui évoquent la forme de carapace d'escargot ou de coquillage. Donc c'est souvent aussi, vous savez, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, etc. Il y a tout un petit peu ces éléments un peu sacrés quoi, qui reviennent là, mais qui sont mis avec une force, je trouve. Par exemple, si d'aventure vous montez sur une des tours, après on a la possibilité de descendre par l'escalier. Et moi je me rappelle en fait d'être descendu et cette spirale comme ça qui j'avais dû vraiment me cramponner au mur, etc. Parce qu'en fait il nous fait vivre des sensations fortes quoi. Il y a quelque chose, on est pris dans le vivant, dans une dynamique qui fait que notre corps vraiment réagit de manière un peu parfois importante quoi. Et ça c'est assez, en tout cas moi j'avais beaucoup aimé. L'autre élément, parce qu'en fait on dit qu'il y a un peu 2 protagonistes dans la Sagrada Familia, on dit qu'il y a la lumière et la couleur. Et vraiment, c'est ça. La lumière est complètement hallucinante. Moi, je trouve que c'est ce qui prend le plus de place en termes de sensations dans la visite. Alors, on n'est pas tous égaux face à la manière dont c'est quelque chose qui nous touche. En tout cas, pour celles et ceux qui sont sensibles à la lumière dans les édifices, je peux vous dire que vous serez servis là-bas. La couleur aussi est très importante pour lui. Elle arrive en fait grâce aux vitraux. Alors, on a un peu critiqué, je crois, le manque de couleur dans la basilique, en disant peut-être qu'il fallait peindre des choses, etc. Vous verrez que finalement, il n'y a pas de... Enfin, la couleur est plutôt en extérieur, en façade. Là, c'est le soleil, en fait, qui se charge de traverser donc ces vitraux. Et en fonction des moments de la journée, c'est très changeant. Ça vient... soit raser un petit peu cette canopée et culbuter sur ces poteaux, en fait, sur ces arbres, enfin sur ces troncs un peu qui, soit au fur et à mesure de la journée redescendre et venir tapisser le sol comme ça. Vraiment, c'est très 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 beau. Souvent, les vitraux offrent des dégradés de couleurs, donc du coup, ça vient opacifier en fait la
vision sur l'extérieur en partie basse et ça devient un peu plus transparent en revanche en partie haute, donc ça laisse vraiment pénétrer pas mal de lumière. Je partagerai des photos, mais quand c'est baigné de lumière et quand on est un peu en fin de journée, voilà, là il y a des spectacles complètement hallucinants qui surgissent devant nous. Et donc la couleur, comme je disais, elle est très présente en extérieur de manière aussi un peu provocante avec ces céramiques colorées qui couronnent beaucoup de tours de la Sagrada. Il est venu aussi inscrire certains mots symboliques, etc. Donc il y a tout voilà, il s'est autorisé beaucoup de choses. Sur les façades extérieures, donc c'est un peu comme si c'était des grands blocs de pierre entiers qui étaient sculptés. Donc il y a beaucoup de scènes, beaucoup de symboles. Comme je vous disais, si on voulait tout décrypter, je pense que ce serait peut-être des mois et des mois, tellement il y a des détails très poussés. Alors chaque tour a une circonférence qui est différente, qui la rend vraiment unique. Et ce qu'on peut aussi dire finalement, c'est que la Sagrada, elle apparaît un peu comme une œuvre d'art totale, c'est-à-dire une œuvre qui est capable de rassembler les imaginaires grâce à son esthétique qui est si singulière. Et vraiment quelque chose où l'architecte est venu dessiner aussi bien du coup la grande complexité architecturale primaire quelque part de cet édifice, mais jusqu'au mobilier, jusqu'à la poignée de porte, enfin voilà, tout en fait, tout a été pensé par lui. Il aimait aussi, et en fait il avait un rapport, et c'est ça je trouve qui est intéressant à partager dans cet épisode, c'est que il a embarqué tout un pan d'artisans locaux. En fait il apprend beaucoup, mais ça il le fait depuis toujours, hein, mais parce qu'en plus il est fils d'artisan, donc il y a quelque chose où lui il aime être dans le faire. Et c'est en regardant aussi ce qui était possible, il avait quand même cette attention en fait à la qualité des matériaux, au fait de faire des choses en fait avec bon sens, donc de pas aller chercher des choses trop loin. Et donc en complicité comme ça avec ses savoir-faire qui étaient déjà présents, qui est déjà là, en fait il a développé un langage qui leur est propre finalement et qui a été un peu représentatif de ce mouvement architectural avec cette céramique. Alors parfois du coup c'est aussi cette céramique cassée qui vient voilà, un peu comme un collage, recréer du coup des expressions voilà, très singulières. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est donc voilà, cette grande capacité à s'affranchir de tous les dictats chez lui. Et puis, alors je sais pas si c'était, enfin j'imagine évidemment que c'était quelque chose qu'il avait pensé, mais en fait quand vous sortez de la Sagrada et que vous allez dans le petit parc qui est en face, enfin de l'autre côté, il y a un petit lac, enfin un mini lac artificiel, un petit bassin on va dire, mais qui est bien proportionné en fait par rapport à la Sagrada, et il y a un reflet de la Sagrada sur l'eau, et en fin de journée il y a comme ça fait un effet miroir, on a l'impression qu'elle se plonge et qu'elle nous plonge, du coup on peut voir des détails qu'on voit moins bien, enfin je sais pas, moi ça c'est peut-être complètement personnel et vous allez peut-être pas du tout y voir ça, mais en tout cas moi j'y voyais des choses que j'avais pas vues en la regardant elle-même toute seule. Donc ça, c'est aussi intéressant de se dire que finalement, donc lui, il est mort en 1926, 100 ans après, cette construction a su être poursuivie selon ses plans. Je pense qu'il y a eu évidemment après un peu d'interprétation parce que dans les recherches que j'avais faites, à un moment donné, son atelier a pris feu. Enfin bon, je pense qu'ils ont dû quand même y mettre un peu de leur patte, hein. Tous ces architectes qui ont fait un peu ouvrage comme ça et continuité, qui ont fait persister quelque part ce rêve. Et je trouve que c'est assez beau cette idée de persistance de ces idéaux qu'il a transmis à une équipe et qui a imprégné tous les détails du début de ses projets et qui ont continué à embarquer toutes les autres personnes qui ont participé à cette basilique qui est complètement hors norme et hors du temps et hors de tout ce qui aujourd'hui fait partie de notre temporalité dans l'architecture. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Avec en fait ce qualificatif que tous les architectes qui ont travaillé sur ce chantier et sur cet ouvrage sont continuateurs quelque part. L'architecte devient continuateur et aujourd'hui on se pose plein de questions sur comment on habite le monde, etc., les lieux infinis, comment est-ce qu'on crée plusieurs usages dès le début, comment le bâtiment va évoluer, etc. Je trouve que cette idée, ce terme de continuateur, il est très joli, je trouve, il est assez enthousiasmant. Et puis après, il y a des artistes qui se sont succédés pour contribuer à l'achèvement de l'œuvre. Donc des artistes de divers horizons, parmi eux le sculpteur japonais Etsuro Soto, qui a évidemment participé à de nombreuses décorations en façade de la Sagrada. Une fois de plus, c'est cet édifice, voilà, qui un peu illustre aussi
par cette convergence des connaissances et des cultures, une beauté intrinsèque qui est complètement unique. Donc la fin de ce chantier approche. Je crois qu'elle est attendue à la fois avec impatience et qu'elle est aussi un peu redoutée parce qu'en fait, il y avait tout un écosystème et une économie qui avait aussi été créée autour des savoir-faire qui s'étaient déployés, perfectionnés, des ateliers qui avaient pu continuer à exister dans Barcelone même, en fait, pour être pas très loin de la Sagrada, etc. Donc je crois qu'il y a des inquiétudes un petit peu grandissantes aujourd'hui en se disant mais qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que les architectes aussi locaux vont trouver des projets et faire fédérer un peu tout le monde autour de cette envie de continuer à donner du travail à ces artisans qui s'étaient tant spécialisés. Voilà, donc c'est à la fois un peu d'inquiétude mais aussi de l'impatience de voir enfin la Sagrada sans un échafaudage, sans une grue, sans rien, complètement terminé. Donc voilà, du coup, il reste encore 2 ans. On verra si c'est tenu. C'est aussi peut-être intéressant de comprendre que finalement, les travaux, le rythme est allé en fonction des budgets, parce que donc c'était les tickets de visite et puis le mécénat qui ont financé, je crois en grande partie, cet édifice, la continuité de l'œuvre de Gaudi. Et donc en fait, ce rapport au temps, j'y reviens et c'est un peu, voilà, j'aimerais terminer là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai que c'est complètement inédit et c'est tellement une richesse d'avoir le luxe d'avoir tout ce temps. C'est peut-être pas des choses qu'on peut répliquer, quoique il y a quand même beaucoup de passionnés qui aujourd'hui montent des projets comme ça en se disant on restaure tel et tel édifice et donc en fait on y va juste le week-end quand on peut, quelques vacances, et un peu c'est ces surprises de finalement quand plusieurs personnes amènent un petit peu de temps, finalement ça marche et que les projets avancent quand même à des rythmes qui sont assez sympas. Donc je sais pas, en fait un peu comme un projet fou qui a ici un peu grandeur nature traversé tous les enjeux et tout ce qui pouvait en fait de manière très pragmatique fermer complètement la porte à la réalité de choses comme ça. Et je trouve que c'est parfois assez réconfortant de se dire bon bah finalement voilà, des choses comme ça ont existé, donc peut-être que à d'autres niveaux, à d'autres échelles, autrement, etc., des projets un peu utopistes ou en tout cas qui convoquent peut-être des envies de faire des projets manifestes sur certains pans peuvent naître avec des petites stratégies comme ça de goutte à goutte et qui finalement fonctionnent parce que on est passionné et que du coup on fait ouvrage autrement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas du coup écouté les précédents, je vous invite à les écouter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'épisode 196 et 198 qui était également dédié à cette trilogie sur Gaudi. Je vous embrasse.